Comme expliqué précédemment, nous sommes sur une planète ronde et sexy. Il y a moins 13,5 milliards d'années, le Big Bang, création de l'univers. Notre Terre est née il y a environ moins 4,5 milliards d'années. Tout est relatif vu qu'on n'existait pas encore. Mais on estime que la Terre est restée en fusion plus ou moins 1 milliard d'années. Les éléments lourds se sont réfugiés au centre de la Terre. Les légers sont allés à la surface. Au fur des milliards d'années qui sont passées, la Terre s'est refroidie en commençant par la surface. Nous voilà alors avec une croûte appelée Sial, car ça contient du silicium et de l'aluminium. Ensuite, il y a le manteau, principalement fluide et chaud. Il est appelé Sima car il contient du silicium, mais aussi du magnésium. Pour finir, il y a le noyau, qui est solide dans son centre à cause de la pression, et on l'appelle Nife car il contient du nickel et du fer. Néanmoins, nous allons plutôt utiliser le terme lithosphère et asténosphère. La lithosphère est solide et comprend la croûte et le manteau extérieur. L'asténosphère, quant à lui, prend le reste à part le centre du noyau qui est solide. Vous aurez compris, l'asténosphère est un liquide, voire un peu visqueux. Et nous avons en final une fine couche solide qui flotte. Il arrive que cette croûte se fissure, et nous voici avec des plaques tectoniques. Dans cette synthèse, nous allons parler des reliefs. Bienvenue, bonne révision. Notre croûte est fissurée, nous nous retrouvons avec des plaques qui continuent à se mouvoir. Il y a 8 plaques principales. L'eurasienne, l'africaine, la nord-américaine, la sud-américaine, la pacifique, l'antarctique, l'indo-australienne et pour finir, la plaque Nazca. America great again, and I'll add. Les failles aussi sont catégorisables. Pour commencer, nous avons les rifts, des vallées profondes au centre des soulèvements sous-marins. On les appelle aussi des dorsales médio-océaniques, car ça coupe les océans en deux. Les rifts résultent d'un écartement des plaques. De cette faille, il y a du magma qui ressort. On peut aussi observer quelques rifts continentales. C'est le cas de l'Islande qui est bientôt coupée en deux. Également de l'Afrique qui va se voir séparée. Vous pouvez voir sur cette carte, il y a un rift qui se crée. Le deuxième style, c'est la fosse océanique. C'est une subduction de plaques océaniques. Une plaque océanique qui passe sous une autre. En gros, c'est un abysse, une faille profonde. Finissons avec le troisième type de faille. Ce sont les chaînes de montagnes récentes. Lorsqu'une plaque continentale s'entrechoque avec une autre, une chaîne de montagnes apparaît. Il se peut également qu'une plaque océanique entre en collision avec une chaîne de montagnes. Dans ce cas, l'océanique plonge et la continentale s'écrase sur elle-même pour donner des montagnes. Il y a deux types distincts de mouvement des plaques. L'isostasie, un déplacement vertical, et la dérive des plaques, une théorie de Wegener, qui explique les déplacements de plaques, mais d'une manière plutôt horizontale. Ce serait causé alors par les courants de convection qu'il y a dans la sténosphère. On explique qu'avec ces mouvements-là, les plaques effectuent des distances de plus ou moins 2 à 10 cm par an. Alfred Lothar Wegener est un Allemand qui a théorisé pour la première fois la théorie des plaques. Il pensait qu'un grand continent existait il y a 50 millions d'années. La Pangée. La Pangée, ce serait un moment séparé pour donner nos continents actuels. Wegener théorisa cela parce qu'il trouvait que les continents, ça s'emboîtait comme des puzzles. D'ailleurs, on voit bien que l'Amérique du Sud s'emboîte très bien avec l'Afrique. Il utilisa aussi des arguments paléontologiques et géologiques, parce qu'à certains endroits, des limites des continents, on voit bien qu'il y a les mêmes styles de roches ou les mêmes styles de fossiles. Aux limites des plaques, il y a souvent des fractures, particulièrement proches des subductions. Ça produit de l'énergie et on se retrouve mouvementé. Pourquoi ? Car nous venons de subir un séisme, un tremblement de terre. Et cette nouvelle faille-là, elle risque de continuer à se frotter entre elles et de créer donc de nouveaux séismes. Mais que se passe-t-il à la création d'un tremblement de terre ? Ce n'est pas si compliqué. Ça se cause à cause des courants de convection de la sténosphère qui vient fissurer en mouvementant la lithosphère. Ok ? Cette fissure qu'on appelle le foyer obtient une forte énergie qu'on appelle onde sismique et qui s'envoie dans toutes les directions.
L'énergie la plus puissante, la force la plus puissante, se ressentira à l'épicentre. C'est à la surface de la Terre et verticale au foyer. Des séismes intraplaques sont possibles, mais bien moins puissants. Nous pouvons mesurer l'intensité d'un tremblement de terre grâce à 2 échelles. L'une, subjective, se base sur l'ampleur des dégâts et la perception de la population. C'est l'échelle de Mercalli. L'autre, objective, se mesure en magnitude et se base sur l'intensité des ondes sismiques. C'est la fameuse échelle de Richter. Pour conclure les séismes, jetons un œil aux 3 classes de tremblements de terre. Les séismes superficiels, où le foyer se trouve dans les dizaines de kilomètres. Les séismes intermédiaires, où le foyer se positionne entre les dizaines et les centaines de kilomètres. Et la 3e classe présente les séismes profonds, qui a un foyer pouvant se trouver à la limite de la croûte, donc plus ou moins 700 km. Attention, risque de tsunami. Lorsque le séisme se produit en plein océan, l'eau gonfle à la surface et s'éloigne des côtes. Une onde de vagues impressionnante se prépare. Le foyer aura beau être loin, les vagues vont se diriger vers toi de manière vachement impressionnante. Ça peut être dans les 800 km/h. Les premières vagues seront les plus grandes, mais les autres auront des amplitudes de plus en plus réduites. Bon, dernière joyeuseté. Waouh, les volcans. Le volcanisme est aussi une conséquence de la tectonique des plaques. Lorsqu'il y a une fissure proche des dorsales ou aux zones de subduction, la magma peut se faufiler et créer des volcans. Ça peut aussi apparaître en plein milieu d'une plaque grâce à un phénomène un peu flou qu'on appelle le point chaud. Nous allons apprendre 2 types de volcans. Les gentils effusifs et les méchants, les explosifs. Les volcans effusifs, aussi appelés volcans rouges, sont un peu aplatis et en forme de bouclier. Leur lave est très fluide et s'éjecte gentiment en laissant le gaz s'échapper avec aisance. Les volcans explosifs, c'est tout le contraire. On les appelle volcans gris. Ils ont des parois raides qui éjectent de la lave pâteuse, en plus de téphra et d'autres crasses de pierres, etc. En plus de cela, les gaz ne sortent pas aisément et la pression exercée crée des explosions. Mais vous vous en doutez vu que ces volcans sont associés au terme explosif. Ouais. Pour aider à mettre en route un explosif, il ne peut suffire que d'un séisme. On devine une explosion de ce genre de volcan quand le cône se déforme. Il faut vite évacuer la population car ces volcans sont vraiment très dangereux. Les volcans intrusifs sont plus sympas. Les coulées sont lentes et prédire une éruption c'est facile. Il y a une différence de champ magnétique et de température qui se fait ressentir. On dit qu'un volcan est éteint quand les plaques des alentours se calment, s'arrêtent un peu de bouger et que la chambre magmatique se vide petit à petit. Plusieurs îles et archipels doivent louer leur existence au volcan. C'est le cas d'Hawaï. Un volcan à un plaque naît d'un point chaud. Donc le volcan sort de l'eau, mais la plaque continue sa route et au fil du temps, une chaîne de volcans va surgir. Les premiers volcans nés vont s'éroder en premier et donc disparaître le plus vite. Si vous voulez éviter à tout prix les séismes, les volcans, les tsunamis, petit conseil, n'allez déjà pas dans la zone des ceintures de feu, ok? Quand on va à la plage, on voit bien que la mer joue au yo-yo. Je ne parle pas des vagues qui s'expliquent à cause de l'accroche du vent qui crée des ondulations. Non, je parle des marées. À cause de la force pesanteur lunaire et solaire, l'eau est attirée. La mer monte à certains endroits, mais baisse à d'autres. On peut voir sur cette carte qu'il y a l'eau qui monte à un endroit, ça bouge, mais que grâce à un effet d'équilibre, ça montera aussi de l'autre côté de la Terre. Quand la mer est basse, c'est la marée basse. Quand la mer est haute, c'est la marée haute. S'il vous plaît, je suis sûr que vous le savez déjà, ne vous trompez pas. Hein. Retenez juste un nouveau terme, l'estran. C'est l'espace entre la marée haute et la marée basse que l'on voit sur une plage. Le tracé des rivages ne sera jamais fixe. D'une part à cause de la montée des eaux et d'autre part à cause de l'érosion. L'érosion, c'est quoi? C'est l'eau qui effrite une surface à force de la caresser fort. Et en plus, il y a plein de sable et de petits cailloux dans l'eau, donc ça aide à bien effriter les roches. Ceux qui sont attaqués, ce sont les excroissances rocheuses. Ça crée des côtes rocheuses avec plein d'îlots en pierre et autrement ça peut créer des falaises. Si on veut une belle falaise, il faut une roche résistance. Les débris de roches sont emmenés vers les places plus cachées comme des baies
et ça devient des plages. Ça peut être des plages ou des grèves. Les grèves, grosso modo, c'est des plages mais avec des galets. Les courants peuvent étirer les plages, ça crée des flèches littorales, peuvent devenir des lagunes si ça se referme sur un autre bout de la plage. Pour éviter que les terres se fassent trop souvent inonder, mais la nature est bien faite. Le vent pousse le sable un peu plus loin et ça crée les dunes. Pour éviter que les dunes se dispersent, la nature est toujours bien faite parce que il y a des plantes qui profitent du biotope pour planter leurs racines ou rhizomes pour essayer de solidifier les talus de sable. Et donc, les dunes peuvent continuer à protéger les terres. Malheureusement, l'urbanisation balnéaire, qui est surtout là à cause du surtourisme, menace les dunes. Tant que nous parlons des eaux et de dégradation, laissez-moi vous parler des récifs coralliens. Un corail, c'est un minuscule animal fragile qui a besoin de ses congénères pour survivre. Ah, ça fait plaisir de se sentir identifié dans le cours de géo. Voici une image. Alors, il y a une bouche, des tentacules. Ça me fait trop penser à un hentai où il y avait les coraux survivent qu'en eau salée. Claire doit être l'eau et lumineuse. Ça doit être dans les environs de 25 mètres de profondeur et ça aime les températures de 25 à 30 degrés Celsius. Donc c'est souvent dans les régions tropicales avec des courants chauds. Les coraux s'agglutinent les uns sur les autres et les carcasses contribuent à structurer les récifs qui s'agrippent aux roches au continent. Il y a 3 sortes de récifs. Les récifs frangeants qui sont en bordure de côte, les récifs barrières qui créent une lagune, un espace un peu isolé du reste de la mer où le courant est un peu plus faible. Le meilleur exemple, c'est la Grande Barrière d'Australie. Enfin, il y a l'atoll. Ceux-ci se forment autour d'anciens volcans qui disparaissent progressivement à cause de l'érosion et de la montée des eaux. Le récif frangeant veut monter pour rester proche de la chaleur et de la lumière et va commencer à former alors un cercle en plein milieu de l'océan. Le centre, ça s'appelle un lagon. Il peut faire plus de 30 mètres de profondeur et grâce à l'isolation avec le reste de l'océan et de ses courants, il peut prendre en charge des écosystèmes fragiles et uniques. Néanmoins, comme je vous l'ai dit au début, la moitié des coraux du monde sont menacés à cause de la pollution, de la pêche ou de la montée du niveau de l'eau et de la température beaucoup trop rapide. C'est bête car ces espaces sont très intéressants pour faire de la plongée, du snorkeling ou même du shark feeding. C'est fini, je me suis trop amusé. On se revoit bientôt pour la dernière synthèse. Je suis pressé de la conclure parce que... Bon, allez, amusez-vous bien et je vous souhaite de bonnes révisions. On se revoit aux examens. Ah non, on se revoit dans la prochaine... vous savez. Je recommence. Je vous souhaite un bon blocus, bonne révision et on se revoit pour la dernière synthèse. Au revoir.